Salut à tous. À 4h18, heure de l'Est, le bureau de presse de l'aile Ouest, à Washington, a publié un communiqué d'un seul paragraphe qui, dans le langage des diplomates professionnels, mettait fin à la voie de paix iranienne. Le président Donald Trump, disait le communiqué, avait examiné la contre-proposition iranienne remise en main propre par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi au sultan d'Oman à Mascate la veille au matin et l'avait jugée totalement inacceptable. La formule venait de Trump lui-même. Elle apparaissait en italique dans la copie imprimée distribuée au corps de presse de Washington. Selon Bloomberg, le rejet a été finalisé dans le bureau ovale à 3G50 et 1 heure de l'Est, après une conversation de 40 minutes entre Trump, son conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d'État. Reuters a rapporté que la formulation avait été durcie, passant de insuffisante à totalement inacceptable sur instruction personnelle de Trump. Le communiqué a fuité à Axios à 4h20 et 3 minutes après sa publication. Il est arrivé à Téhéran grâce à la surveillance iranienne des fils de presse occidentaux à 11h30 et 1 heure de Téhéran. Et ce qui s'est passé à Téhéran, au cours des 6h29 suivantes, est devenu le basculement intérieur le plus important en Iran depuis la révolution de 1979. Apparemment, dans la grammaire diplomatique de Trump, plus l'adjectif est bruyant, plus la stratégie est censée avoir l'air profonde. Les prochaines 72 heures vont déterminer si la République islamique continue de fonctionner comme un seul État ou si elle se fracture en deux centres concurrents d'autorité en matière de politique étrangère sous les yeux du monde entier. Ce n'est pas exactement le genre de résultat qu'on classe sous maître négociateur, sauf si le système de classement fonctionne lui aussi avec des slogans de campagne. L'architecture de cette séquence compte parce que l'enchaînement des eurodatage est toute l'histoire. Le rejet publié par Washington à 4h18 heure de l'Est était, en termes opérationnels, une réponse à l'enveloppe que le ministre des Affaires étrangères Araghchi avait placée entre les mains du sultan Haytham Ben Tariq 26 heures plus tôt. Cette enveloppe, rédigée sous la signature du président Massoud Pezeshkian, contenait l'offre diplomatique la plus sérieuse de l'Iran depuis le cadre de 2015. Une désescalade progressive dans le détroit d'Ormuz, un retour à des plafonds limités d'enrichissement de l'uranium et une demande de relais direct par Genève vers le représentant spécial des États-Unis. La force Al-Quds, commandée par Raza Khoshbakhti, avait ensuite exécuté la frappe de drone de Koureh en Arabie Saoudite 4-24 minutes après la remise d'Araghchi, tuant opérationnellement la proposition avant même qu'elle n'arrive sur le bureau de Trump. Voilà le prologue. Ce qui a changé à 4h18 ce matin, c'est que le rejet de Trump n'a pas été présenté comme une réponse à la frappe de Kouraï. Il a été présenté comme une réponse à l'offre iranienne elle-même. Et par ce choix de cadrage, Trump a donné au président Pezeshkian une ouverture qu'aucun président iranien n'avait eue en 47 ans. Une seule phrase censée claquer la porte a plutôt réussi à étiqueter les charnières pour tous ceux qui regardaient. Le bureau de surveillance du gouvernement Pezeshkian, au sein du ministère des Affaires étrangères sur l'avenue Khomeini à Téhéran, a repéré la fuite d'Axios à 11h30 et 1 heure de Téhéran. 3 vice-ministres des Affaires étrangères étaient déjà dans le bâtiment. Araghchi se trouvait au complexe de Niavarin avec le président. Selon 2 sources diplomatiques citées par le New York Times, Pezeshkian a lu le texte divulgué 2 fois, a demandé à son chef de cabinet d'en confirmer la formulation auprès de 2 agences de presse indépendantes, puis a convoqué une réunion du cabinet à huis clos à exactement 12h04, heure de Téhéran. La réunion n'avait pas été annoncée. L'agence de presse d'État n'en avait pas été informée. Le bureau du guide suprême à Mashhad n'en avait pas été informé. Selon Bloomberg, qui cite une source présente dans la salle, Pezeshkian a ouvert la réunion par une seule phrase en persan, qui se traduit approximativement ainsi. « Les Américains viennent de nous donner l'ouverture que nous attendions ». Ce que Pezeshkian voulait dire par cette phrase constitue toute la question médico-légale de cet épisode. La déclaration de Trump devait projeter le contrôle, mais elle est arrivée à Téhéran comme un cadeau mal emballé, de la part d'un adversaire qui avait oublié d'enlever le reçu. Le rejet de Trump
en traitant l'offre iranienne comme le problème, plutôt que la frappe de Corée comme le problème, a redéfini accidentellement qui, à Téhéran, était responsable de l'échec de la voie diplomatique. Si Trump avait rejeté l'offre à cause de la frappe de Corée, le rejet aurait validé la position de la force Al-Quds selon laquelle la frappe représentait la politique de l'État iranien. En rejetant l'offre sur le fond, Trump a implicitement accepté que cette offre avait été rédigée par le gouvernement élu et que la frappe de Kourès avait été un événement parallèle et distinct. Cette distinction est la porte par laquelle Pezeshkian est passé. Voilà ce qui arrive quand une ligne de communiqué est polie pour faire effet avant que quelqu'un vérifie où les éclats vont voler. Pendant la réunion du cabinet, de 12H04 à 13H47, heure de Téhéran, Pezeshkian a autorisé le ministre des Affaires étrangères Arakchi à faire quelque chose qu'aucun ministre iranien des Affaires étrangères n'avait jamais fait dans les 47 ans d'histoire de la République islamique. Il a autorisé Arakchi à nommer publiquement le commandant de la force Al-Quds, Raza Khoshbakhti, comme ayant agi en dehors de l'autorité du gouvernement élu lorsqu'il a ordonné la frappe de Kouraïs. À 14h14 heure de Téhéran, Arakchi est entré dans la salle principale de conférence de presse du ministère des Affaires étrangères, s'est assis devant 3 caméras et a lu une déclaration de 6 minutes qui a brisé la règle la plus fondamentale de la gouvernance iranienne depuis 1979. Il a nommé Khoshbakhti. Il a utilisé l'expression en dehors de la chaîne autorisée de prise de décision. Il a décrit l'opération de Kourès comme une action ni demandée ni coordonnée avec les institutions élues de la République islamique. Il a déclaré devant la caméra que le gouvernement Pezeshkian considérait que la contre-proposition originale d'Arakchi demeurait la position légitime de la politique étrangère iranienne. Asharq al-Awsat a diffusé la déclaration en direct. Al Jazeera l'a reprise en moins de 90 secondes. Le Jérusalem Post avait une transcription traduite en première page à 14h30 et 1 heure de Téhéran. Selon Reuters, 3 hauts officiers du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, ont quitté une réunion au quartier général du CGRI à Téhéran à 14h19, soit 5 minutes après le début de la diffusion d'Arakchi. 2 d'entre eux, selon un analyste du Hudson Institute cité par Bloomberg, ont immédiatement pris la route de Mashhad. Le bureau du guide suprême à Mashhad a reçu la diffusion à 14h17, heure de Téhéran. Ali Khamenei se trouvait, selon Asharq al-Awsat, en réunion avec 3 hauts oulémas de Mashhad lorsque la diffusion a commencé. Son chef de cabinet est entré dans la pièce à 14h23 et l'en a informé en personne. La réunion a été suspendue. Dans les 90 minutes qui ont suivi, à 15h47, heure de Téhéran, le bureau de Khamenei a publié une contre-déclaration. Le communiqué n'a pas appuyé la décision d'Arakchi de nommer Khoshbakhti, il a décrit la voie diplomatique comme prématurée, il a réaffirmé l'unité de la révolution islamique sous l'autorité d'un seul guide suprême. Il n'a fait aucune référence à la frappe de Kourès. Il n'a fait aucune référence à la réunion du cabinet Pezeshkian. Il n'a fait aucune référence au rejet de Trump. Et dans ses omissions, chaque lecteur à Téhéran a compris le message. Le bureau du guide suprême venait de refuser de soutenir son propre président élu contre sa propre faction militaire irrégulière. À 17h, heure de Téhéran, le gouvernement élu iranien et le bureau du guide suprême étaient, pour la première fois depuis 1979, en conflit public ouvert sur l'autorité, en matière de politique étrangère. L'autonomie de la force Al-Quds avait été transformée en arme par le guide suprême contre le gouvernement élu, et les caméras tournaient. Washington voulait une ligne dure, Téhéran l'a transformée en démonstration en direct de qui se tenait réellement où. À partir de maintenant, les prochaines 72 heures ne concernent plus la question de savoir si l'Iran veut la paix. Elle porte sur la question de savoir si la République islamique continue de fonctionner comme un seul État souverain ou si elle se fracture à la télévision en temps réel devant toutes les capitales du monde. La posture militaire américaine s'est durcie pendant la nuit. Le groupe aéronaval du Carl Vinson demeure repositionné au sud de Bahreïn.
Le USS Mason, désignation DDG, 8-7, continue de tenir l'approche sud d'Ormus avec une charge complète de systèmes de combat Aegis, incluant des missiles RIM 6-6 standards. Le quartier général de la 5e, flotte à Bahreïn, est en état d'alerte élevé depuis dimanche. Les 2 bombardiers B-2 Spirit à Diego Garcia, déployés depuis la base aérienne de Whiteman, sont associés à des ravitailleurs KC-46 Pegasus. Des F-15 Strike Eagle à Al Udeid, au Qatar, effectuent des rotations de patrouilles aériennes de combat toutes les 4 heures. Des batteries Patriot PAC-3 à Al Dafra et sur le site de Kourei lui-même sont en état d'alerte élevée depuis la frappe survenue il y a 48 heures. Le Pentagone, selon Bloomberg, présente cet après-midi à Trump 3 options de réponse, allant d'une action cybernétique contre l'infrastructure de commandement de la force Al-Quds à une action cinétique directe contre des bases du CGRI à l'intérieur de l'Iran. La fenêtre de décision que les chefs d'état-major interarmés recommanderaient serait de 72 heures. Le cercle pro-Trump appelle cela de la pression. La mécanique autour ressemble plutôt à un chronomètre fixé à une poudrière. La couche économique compte parce que le rejet a déjà fait bouger les marchés. Le Brent a augmenté de 4,50 $ dans les 90 minutes suivant la déclaration de 4H18 heure de l'Est, atteignant 4,26 $ avant de se stabiliser à 93 $. Goldman Sachs a publié une note de recherche de suivi à 9H heure de l'Est, révisant à la hausse sa prévision du Brent pour 2026 à un niveau soutenu de 100 $ jusqu'à la fin de l'année, en citant ce que la note appelle explicitement l'effondrement de la voie diplomatique Téhéran-Washington. La note, distribuée à des clients institutionnels, identifiait 3 scénarios précis dans lesquels le Brent pourrait grimper à 120 $ en 14 jours. Les contrats à terme sur l'essence au détail aux États-Unis ont bondi de 1700 au point de référence de Cushing. Pour une politique construite sur l'essence bon marché et la certitude bruyante, voilà le genre d'arithmétique qui refuse d'applaudir dans les rassemblements. Le problème politique est maintenant visible pour chaque républicain dans une circonscription disputée. La direction républicaine de la Chambre, selon 2 sources citées par le New York Times, a convoqué une conférence d'urgence du caucus à 10H, heure de l'Est. Le chef de cabinet du président de la Chambre aurait décrit le risque politique lié au prix de l'essence par une seule formule. Nous sommes à 48 heures d'une réaction de Reddit que nous ne pourrons pas contenir. Même les éléments de langage les plus loyaux commencent à transpirer quand le prix à la pompe devient le modérateur. Le détroit d'Ormuz reste fermé, le trafic des pétroliers à travers le détroit est suspendu pour la 3e journée consécutive. La prime d'assurance contre les risques de guerre de Lloyd's of London pour les transits dans le Golfe a triplé. Le bureau d'urgence de liquidité de la Banque centrale européenne à Francfort a tenu un 2e appel d'urgence à 7H, heure de Bruxelles. La Banque du Japon a repositionné des réserves dollariennes. La Banque populaire de Chine, dans un geste qui indique précisément comment Pékin lit le moment, a ajouté une 3e tranche à sa réserve stratégique de pétrole pendant la nuit. Les marchés, contrairement aux foules de campagne, n'attendent pas le prochain slogan avant de réagir. Niall Ferguson a publié ce matin une chronique dans The Times de Londres intitulée « The Illusion of a Short War with Iran ». L'argument de Ferguson, développé sur 4000 mots, est que l'hypothèse au sein de l'administration Trump, selon laquelle tout échange militaire avec l'Iran peut être contenu dans un engagement de 72 heures, est, selon sa formule, dangereusement naïve. L'expression guerre courte sonne toujours plus proprement dans une salle de briefing qu'au bout d'une chaîne d'approvisionnement. Ferguson a identifié 3 modes d'échec. Dans le premier, Trump ordonne une frappe limitée contre l'infrastructure de commandement de la force Al-Quds à l'intérieur de l'Iran. Le gouvernement Pezeshkian, qui a maintenant rompu publiquement avec la force Al-Quds, est incapable de contenir l'effondrement politique qui suit, et le corps des gardiens de la révolution islamique consolide son contrôle total de l'État iranien en 7 jours. Dans le deuxième, Trump refuse de riposter de façon cinétique. La fracture publique Pezeshkian-Khamenei continue de s'élargir à la télévision d'État iranienne et l'Iran entre dans sa première véritable crise de légitimité intérieure
depuis 1979, avec les marchés pétroliers mondiaux pris dans le tir croisé. Dans le troisième, le détroit d'Ormuz reste fermé pendant plus de 14 jours. Le Brent franchit 120 $. Le choc inflationniste déstabilise le cycle des élections de mi-mandat aux États-Unis et les options de réponse de Trump se resserrent jusqu'à l'action militaire, peu importe ce que fait le gouvernement Pezeshkian. Aucun de ces scénarios ne se termine par la survie du gouvernement élu iranien dans sa forme actuelle. La dernière phrase de Ferguson, qu'Achar Kalossat a traduite et publiée en première page en moins de 4 heures, était que l'issue la plus probable des 14 prochains jours n'est pas une guerre entre l'Amérique et l'Iran, mais une guerre pour le contrôle de l'Iran menée entre les institutions élues et la force Al-Quds, avec Washington comme accélérateur involontaire. Voilà une remarquable mise à niveau de la paix par la force vers l'instabilité par la ponctuation. L'ironie de ce que Trump a fait à 4h18, heure de l'Est, est maintenant visible de toutes les directions. Le cadrage totalement inacceptable de Trump était censé durcir la position de négociation américaine. Il devait communiquer à Téhéran que la frappe de Kourey avait réduit la marge de négociation de l'Iran. Ce qu'il a réellement fait, en traitant l'offre comme le problème plutôt que la frappe comme le problème, c'est donner à Pezeshkian la couverture dont il avait besoin pour se détacher publiquement de la force Al-Quds. Le rejet de Washington a accidentellement rendu possible la première fracture publique de la politique étrangère à Téhéran depuis 1979. Le message avait été conçu comme un marteau, puis il a réussi d'une manière ou d'une autre, a fonctionné comme un pied de biche. L'analyste principal de l'Iran au Hudson Institute, dans une note distribuée à 11h, heure de l'Est, a décrit la dynamique en une seule phrase. Trump a rejeté l'offre d'une manière qui a légitimé ce qu'il avait fait. Ce faisant, il a créé l'espace politique permettant à Pezeshkian de nommer Khoshbakhti à voix haute. Une lettre de rejet devient rarement une déposition de témoin, mais celle-ci y a mis beaucoup d'efforts. Khamenei fait maintenant face à un choix qu'il n'a jamais eu à faire devant les caméras. Soutenir le gouvernement élu contre la faction irrégulière, ce qui établirait le principe selon lequel les institutions élues peuvent passer outre les opérations de la force Al-Quds, ou soutenir la force Al-Quds contre le gouvernement élu, ce qui établirait le principe selon lequel les institutions élues de la République islamique sont décoratives. La déclaration de Khamenei cet après-midi, en refusant de faire ce choix explicitement, a révélé que le bureau du guide suprême n'a plus l'autorité unilatérale pour le faire. Le recul vers la Chine compte maintenant plus qu'à n'importe quel autre moment de cette crise, parce que Trump doit se rendre à Pékin cette semaine pour rencontrer Xi Jinping. Le sommet figurait au calendrier depuis 2 mois. La chronologie iranienne vient maintenant s'y croiser directement. Selon Bloomberg, qui cite 2 hauts responsables de l'administration, la rencontre de Pékin était initialement structurée autour de 3 points à l'ordre du jour. Le commerce, les contrôles à l'exportation des semi-conducteurs et Taïwan, le dossier iranien est maintenant un 4e point, et Pékin le sait. Rien ne dit mieux levier stratégique que d'arriver à un sommet avec une crise fraîchement agrafée à l'ordre du jour. Les médias d'État chinois couvrent avec une prudente neutralité la frappe de Kourès, le rejet de Trump et la fracture Pezeshkian-Khamenei. L'Académie des sciences militaires de Pékin, selon une note du Hudson Institute diffusée ce matin, a produit 2 nouveaux documents internes au cours des 72 dernières heures, tous 2 utilisant la crise actuelle comme étude de cas pour ce que les stratèges chinois appellent les seuils d'épuisement américains. La question qu'ils étudient est de savoir si les États-Unis peuvent gérer simultanément une crise dans le Golfe Persique, une posture dans le détroit de Taïwan et une campagne de pression en mer Noire, sans devoir imposer une priorisation stratégique qui exposerait les limites américaines. Avec le groupe aéronaval du Carl Vinson immobilisé au sud de Bahreïn, le USS Mason verrouillé dans le sud d'Ormuz et les bombardiers B-2 en alerte à Diego Garcia, la réponse que Pékin recueille en temps réel est que les États-Unis ne le peuvent pas.
Xi arrivera à la table du sommet avec ce point de données dans son dossier de briefing. Trump arrivera avec le dossier iranien non résolu. L'asymétrie du levier à cette table a changé de plusieurs ordres de grandeur au cours des 48 dernières heures. Malgré toute la mise en scène de la diplomatie d'hommes forts, l'autre côté lit quand même la carte des déploiements, pas le compteur d'applaudissements. Le rôle de Moscou s'est durci en parallèle. Des composants russes S-300 restent opérationnels sur 3 sites de défense aérienne iraniens. Le partage de renseignements satellitaires russes avec la structure de commandement de la force Al-Quds, selon le Jérusalem Post, s'est poursuivi à un rythme accéléré depuis la frappe de Kouré. Le ministère russe des Affaires étrangères, dans une déclaration à 8 pages, heure de Moscou, a décrit le rejet de Trump comme prévisible et contre-productif et a réaffirmé l'accord de partenariat global avec Téhéran. L'avantage pour Moscou, dans la configuration actuelle, est mécanique. Un Brent au-dessus de 90 $ finance l'économie de guerre russe. L'attention militaire américaine fixée sur le golfe Persique est une attention militaire américaine qui n'est pas fixée sur la mer Noire. Chaque jour que Trump passe à gérer le dossier iranien est un jour où Washington ne fait pas pression sur ses partenaires européens pour prolonger les programmes d'armement destinés à l'Ukraine. Et la fracture publique à l'intérieur de Téhéran, selon la lecture de Moscou, accroît la probabilité que la faction qui émergera dominante en Iran ait besoin du soutien russe pour se consolider. Le Kremlin, par son silence sur la fracture autour de Pezeshkian, s'est effectivement positionné comme faiseur de roi pour le camp qui remportera la lutte interne à Téhéran. C'est le genre d'aubaine géopolitique que Moscou préfère. Laisser quelqu'un d'autre éclairer la pièce, puis vendre les détecteurs de fumée. Les prochaines 72 heures constituent la fenêtre décisive. Le cabinet de Pezeshkian demeure en session continue au complexe de Niavaran. Arakchi n'a pas quitté le bâtiment du ministère des Affaires étrangères depuis la diffusion de 14H14. La force Al-Quds n'a pas répondu publiquement à la décision d'Arakchi de nommer Khoshbakhti. Le haut commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, selon Bloomberg, aurait tenu 2 réunions d'urgence au quartier général à Téhéran, toutes 2 ajournées sans communiquer. Le réseau des oulémas de Mashhad autour de Khamenei a commencé, selon Asharq al-Awsat, à faire circuler un projet de fatwa qualifiant la voie diplomatique d'engagement non autorisé, une formulation qui a historiquement précédé une intervention directe du guide suprême contre des responsables élus. La commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, qui doit se réunir demain à 9h, heure de Téhéran, sera le premier organe élu à prendre formellement position sur la déclaration d'Arakchi. D'ici dimanche midi, heure de Téhéran, le gouvernement Pezeshkian aura soit consolidé un appui parlementaire à sa position publique contre la force Al-Quds, soit été forcé à une rétractation humiliante. Il n'y a pas de voie médiane. La position saoudienne est maintenant plus proche d'un alignement direct avec le gouvernement élu iranien qu'à n'importe quel moment de mémoire d'homme, ce qui est en soi l'un des faits les plus déroutants du moment actuel. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, selon Reuters, a appelé Arakchi à 18h40, heure de Téhéran, 4 heures après la diffusion. L'appel a duré 20 et 1 minute. Asharq al-Awsat a décrit la position saoudienne comme prudemment favorable aux institutions élues de la République islamique, une formule qu'aucun ministère saoudien des Affaires étrangères n'a utilisée au sujet de Téhéran en 47 ans. La frappe de Kouré, qui menaçait il y a 2 jours de déclencher une guerre saoudo-iranienne, a maintenant créé un alignement temporaire entre Riyad et le gouvernement Pezeshkian contre la force Al-Quds comme adversaire commun. L'analyse du Golfe au Hudson Institute, dans une note diffusée à 13h heure de l'Est, a décrit cet alignement comme le réalignement diplomatique le plus contre-intuitif de la décennie. Il est aussi extrêmement fragile. Si le gouvernement Pezeshkian tombe, l'alignement s'effondre et l'Arabie saoudite revient à une posture de confrontation directe avec la faction iranienne qui émergera dominante. Le déploiement matériel dans le Golfe en ce moment est l'image que tous les analystes observent. Le groupe aéronaval du Carl Vinson, repositionné au sud de Bahreïn, transporte une escadre aérienne capable d'opérations de frappe soutenues contre des bases du CGRI à l'intérieur de l'Iran.
Le USS Mason, avec son système de combat Aegis et sa charge complète de RIM, 6 standard, est positionné précisément pour intercepter des essaim de drones dans l'approche sud d'Ormuz. Des batteries Patriot PAC-3 à Al-Udeid et Al-Dafra et sur le site de Kourel lui-même sont en état d'alerte élevé depuis dimanche. Les 2 bombardiers bœufs de Spirit à Diego Garcia, associés à des ravitailleurs KC-46 Pegasus, ont la portée effective nécessaire pour atteindre l'intérieur iranien avec un temps de présence suffisant pour une mission de frappe en profondeur. Des The Strike Eagle à Al-Udeid effectuent des rotations de patrouilles aériennes de combat toutes les 4 heures. L'inventaire iranien de l'autre côté du détroit comprend des missiles balistiques anti-navires Kalish Fars, des drones Shahed, un 3C dans la même configuration que celle utilisée à Kouré, et des composants de défense aérienne S-300 fournis par la Russie sur 3 sites. Le matériel est la menace. Les factions sont la question. La performance pro-Trump de la fermeté doit maintenant cohabiter avec la feuille d'inventaire. Et la feuille d'inventaire est beaucoup moins théâtrale. Dans la planification de niveau 1 du Pentagone, une action cybernétique serait menée contre les nœuds de commandement et de contrôle de la force Al-Quds dans les 24 heures. Le niveau 2 serait une frappe cinétique contre des installations de lancement de drones du CGRI à l'intérieur de l'Iran dans un délai de 48 à 72 heures. Le niveau 3 est une campagne aérienne soutenue qui nécessiterait 86 heures de prépositionnement. Chaque niveau, s'il était exécuté spécifiquement contre la force Al-Quds plutôt que contre l'État iranien en général, pourrait maintenant théoriquement être calibré pour soutenir le gouvernement Pezeshkian plutôt que pour le faire tomber. Cette option, qui n'existait pas il y a 48 heures, existe cet après-midi parce que Arakchi a nommé Khoshbakhti devant les caméras 14 H14, heure de Téhéran. Une politique qui a commencé comme un refus brutal a maintenant créé une option chirurgicale qu'elle semblait pas comprendre d'être en train de créer. Dans 72 heures, le tableau se stabilisera d'une manière ou d'une autre. Soit Khamenei agit résolument pour soutenir la force Al-Quds contre le gouvernement élu, auquel cas le cabinet Pezeshkian s'effondre, le CGRI consolide son contrôle direct de l'État iranien et la voie diplomatique est définitivement morte. Soit Khamenei calcule qu'une rupture publique avec les institutions élues déstabiliserait le régime davantage qu'une humiliation temporaire de la force Al-Quds, auquel cas Khoshbakhti est discrètement écarté. Le gouvernement Pezeshkian survit, et un deuxième canal diplomatique s'ouvre par un pays autre, Oman. Au cours des 14 prochains jours, le tableau se consolidera soit en un résultat stable, soit en une escalade que ni Téhéran ni Washington ne pourront contenir. D'ici dimanche midi, heure de Téhéran, la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien aura pris position. La fatwa de Mashhad aura circulé, ou ce sera enlisé, et Trump aura décidé quel niveau de l'architecture de réponse du Pentagone autoriser. La version conférence de presse peut encore paraître simple, l'arbre de décision, lui, ne l'est plus du tout. Les prochaines 72 heures sont les 72 heures les plus décisives à l'intérieur de l'Iran depuis la consolidation de la République islamique, dans les mois qui ont suivi février 1979. Ce qui se passera d'ici dimanche midi, heure de Téhéran, déterminera si la République islamique continue de fonctionner comme un État unifié, se fracture en 2 centres concurrents d'autorité, ou s'effondre dans le type de conflit factionnel dont aucun régime du Moyen-Orient moderne n'est jamais ressorti intact. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.